Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le Paris Saint-Germain s'impose contre la Juventus pour son retour en Ligue des Champions, premier match de cette campagne 2022-2023. Un doublé de Kylian Mbappé sur cette première période, on a beaucoup de choses à dire. La réduction du score dès le retour des vestiaires de Weston McKennie. Et ensuite, une seconde partie de match assez différente de la première. C'est pour ça que l'analyse de cette rencontre, j'ai décidé de l'angler spécifiquement autour de la première mi-temps. Ensuite, on parlera de la seconde. Et enfin, il y aura une petite section bonus pour les actions que je n'ai pas pu évoquer dans l'une de ces deux parties. Mais ça a vraiment été un match en deux temps. Déjà, ça a été le kiff de retrouver la Ligue des Champions. Il y avait une ambiance de folie au Parc des Princes au retour sur la présentation des joueurs. Bon, ça, c'est les moments de septembre qui font toujours plaisir. On le voit là aussi. Et comme on l'a dit, donc un match en demi-temps avec 7 séquences intéressantes que j'ai isolées. Comme d'habitude, on va revenir avec beaucoup d'images élaborées avec du matériau. Et il y a 7 séquences intéressantes qui m'ont marqué en première période. Peut-être d'abord ce qu'on peut dire, c'est sur la phase défensive du Paris Saint-Germain sans ballon, comment est-ce que le PSG procédait. Et sur cette première mi-temps, je trouvais que c'était vraiment pas mal, grâce notamment à un bon travail des joueurs offensifs, en particulier de celui qui est ici, c'est Neymar, qui n'a pas ménagé ses efforts, qui a suivi Paredes dans un marquage individuel, qui a conduit la Juve à beaucoup jouer sur les côtés. On le voit d'ailleurs ici très bien, le positionnement de Neymar qui poursuit sa course pour rendre Paredes inaccessible, et avec le positionnement des deux joueurs devant lui, on avait vraiment ce triangle, le triangle des Bermudes, où disparaissait Paredes, et c'était une très bonne chose pour l'empêcher déjà de jouer intérieur du jeu, ensuite peut-être de mobiliser son gelon par exemple à destination, bon là c'est Milik, mais je pense que c'est Vlahovic qui était le plus dangereux dans ce rôle-là. Mais voilà, grosso modo pour les avants du PSG, il n'y avait pas un travail phénoménal, à part peut-être Neymar qui s'est plutôt bien démené, mais c'était simplement l'idée de verrouiller l'accès à l'axe. Pour rendre ces joueurs notamment assez difficiles à trouver et conduire la Juve à surtout jouer sur les côtés, là où la seconde phase de l'action défensive du Paris Saint-Germain, la seconde phase de cette pression entre guillemets, pouvait se mettre en place. On le voit ici avec, donc on joue sur Bonucci, la Juve qui était sur une défense à 3, on n'a pas mentionné encore les joueurs, mais pour le Paris Saint-Germain c'était quasiment les mêmes que d'habitude. Ok. La Juve donc écarte. On voit ici d'ailleurs que Neymar a poursuivi sa course sur Paredes. On a toujours ce triangle autour de lui qui le rend très difficile à trouver. La Juve écarte et là, qu'est-ce qui se passe? C'est Hakimi qui sort à la pression sur une très longue course, mais avec suffisamment de vitesse, et c'est ça aussi avec la rapidité de tes pistons, ça sert sur ces phases défensives, même pour défendre en avançant. Et ensuite, ce qui s'opérait dans cette zone, ce que le PSG a bien fait je trouve sur cette première mi-temps, c'est que ça coulissait, avec Ramos qui venait couvrir le joueur de côté et Vitinha qui a fait un travail de fou total sur la largeur, qui a lui non plus pas ménagé ses efforts, très intelligent dans ses déplacements, en l'occurrence pour créer et pour boucher ce triangle de jeu, ce long triangle, grâce à la course d'Hakimi qui force la Juve à temporiser un petit peu, grâce au travail de Vitinha et à celui de Sergio Ramos. Donc on le voit bien là, le triangle défensif parisien, c'est désormais celui-ci, et ça rend la progression sur le côté un petit peu plus difficile. Du coup, voilà, la Juve doit repasser derrière, et finalement, grâce à cet enchaînement, donc le triangle là axial qui empêche l'accès à Paredes, et ensuite la petite rotation sur le côté pour empêcher la Juve de trouver vraiment bien son joueur de côté, tu dois repasser derrière, tu dois consentir, enfin la Juve, pas moi ou pas vous, mais la Juve doit consentir à un ballon un petit peu difficile mis plein axe, et là, bon, Neymar couvrait bien Paredes, on le voit encore, le retour de Neymar sur Paredes, ou en tout cas il le suit bien, bon marquage individuel, et là Vitinha peut surgir, encore son activité, Neymar est trouvé, et le Paris Saint-Germain peut recycler, avoir un second ballon de possession, en tout cas commencer à mettre en place son jeu. Ça c'est autour de la 14e minute, 13-07, le PSG mène déjà 1-0 et est vraiment très intéressant sur ce qu'il fait sans ballon. C'était la première séquence, on va aller un petit peu plus vite sur les suivantes. Là à nouveau c'est un petit peu la même idée, il me semble, c'est ça, c'est Neymar qui fait le boulot sur Paredes, qui continue à le suivre là. Les autres, bon, on va voir qu'au fur et à mesure de la partie, Messi et Mbappé, c'est un petit peu plus limité dans ce qu'ils produisent, mais il y a toujours cette idée quand même de couvrir le milieu de terrain, de rendre l'accès à travers l'axe un petit peu plus difficile, avec le bon travail de Vitinha aussi, et simplement d'aller orienter sur les côtés. Ce que la Juve va faire sur la prochaine séquence, hop,
on trouve un joueur intérieur, je pense que c'est Miretti, mais Paredes le suit, donc il n'y a pas grand chose à faire à part écarter sur le côté. Et encore une fois, dès que ça joue sur le piston, c'est la trigger, le déclencheur de pression d'Hakimi qui part là à la course. Hop, on voit Hakimi monter sur son joueur, on voit Sergio Ramos compenser et on voit à nouveau Vitinha qui fait ce travail sur la largeur et qui vient essayer de boucher l'accès ici au joueur intérieur. Je pense que c'est Miretti ou c'est peut-être Milik qui a décroché. Je crois que c'est Milik qui a décroché, numéro 14. Donc le travail de Vitinha à nouveau dans cette zone. La Juve doit repasser derrière, la Juve doit à nouveau jouer sur le côté. On le voit ici avec Bremer qui écarte sur Cuadrado, qui va ensuite trouver Rabiot intérieur. Mais encore une fois, on a Vitinha qui a suivi son joueur ici. On a Neymar qui est sur Paredes. L'accès au milieu de terrain, au centre du terrain, est très difficile. Et derrière, voilà, le PSG va mettre suffisamment de pression. Je crois que ça part en touche. Peut-être la Juve récupère la touche. Très difficile pour la Juve de progresser à l'intérieur du jeu. Et ça, c'était vraiment le point fondamental qui était bien fait sur la phase défensive par Paris. Alors les amis, comme je vous le disais dans l'intro, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par un des partenaires récurrents de la chaîne. Ça fait un moment que je travaille avec eux. C'est Manscaped, la solution de rasage pour les parties intimes masculines. Ça, en l'occurrence, ce que je vous montre, c'est la Lawnmower 4.0, dont j'ai parlé quasiment à chaque fois, avec sa LED, sa super prise en main, son design esthétique, waterproof, tout ça. Mais en ce moment, pour cette période estivale de grande chaleur, un petit peu comme ce qu'on faisait le mois dernier, il y a toute une gamme de produits qui est mise en vente dans le Performance Package 4.0. Donc vous avez la Lawnmower 4.0, ok. Vous avez aussi 7 outils pour les poils de nez, il y aura le lien en description. 2-3 lotions toniques comme celle-là. Celle-là également, c'est tout ce que Manscaped met à disposition pour l'été, pour passer l'été au frais, sans encombrement. Donc je vous mets le lien en description, vous avez 20% offert et les frais de livraison offerts avec le code promo WILOU sur le site manscaped.com. Tout ça c'est en description, le site et on va dire le lien ne me rémunère pas, je suis rémunéré au placement. Donc tant que ça continue à marcher, on continuera à faire quelques affaires avec Manscaped. Merci à vous de votre patience sur ce segment sponsorisé. Et tout de suite, on retourne à notre analyse. Après, ce qui était fort aussi, c'est qu'on parle de la structure collective. Moi, il y a quelques joueurs qui m'intéressent particulièrement sur la phase défensive. Vitinha, les efforts et l'intelligence aussi sur cette transition offensive où on a plusieurs joueurs parisiens qui sont battus parce que la Juve s'est sortie vite de sa moitié de terrain, de sa surface de réparation. Vitinha qui fait l'effort suffisant pour aller se placer devant le ballon et ralentir la progression de Kostic. Une fois que la progression est ralentie et qu'il revient sur lui, hop, on déclenche la pression immédiatement et là, faute tactique. Il y a vraiment, on s'embarrasse pas trop, hop, une fois que le ballon va pas être récupéré, petit geste avec les bras pour faire tomber Kostic. Et ça, c'est totalement toléré et accepté et assumé, c'est le terme que je cherchais. Pour Vitinha, la faute tactique en transition défensive, parce que cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est pas forcément celle qui défend le mieux les grands espaces en transition défensive, avec les joueurs offensifs qui sont souvent battus par la première passe de transition offensive pour l'équipe adverse. Donc voilà, la faute tactique classique des équipes, des meilleures équipes de possession qu'on connaît, Manchester City de Pep Guardiola sur ces dernières années, par exemple. Et voilà, c'est bon, bien sûr, Vlahovic n'est pas content. Mais le Paris Saint-Germain a plutôt bien négocié cette phase, à nouveau grâce à l'intelligence de Vitinha. Et puis son volume de course également. Le deuxième joueur qui me plaît bien sur la phase défensive, c'est Nuno Mendes. On le voit surgir ici à nouveau déclencheur sur cette passe latérale à destination de Cuadrado. Et pour Cuadrado face à Nuno Mendes, ça a été très compliqué en 1 contre 1. Il est si dur à passer. Et quand tu joues un petit peu en entonnoir comme ça défensivement avec pour ambition d'écarter sur les côtés, de restreindre l'accès à ton axe, c'est pas mal d'avoir sur les côtés des joueurs qui sont tellement difficiles à passer en 1 contre 1. Là, Nuno Mendes en l'occurrence va faire faute, mais il a totalement dégoûté Cuadrado et quelques minutes plus tard, il n'y a pas de faute, il y a simplement Nuno Mendes qui, avec sa prestance, avec son activité physique et juste sa science, sa qualité défensive, conduit Cuadrado à reculer. La Juve ne peut pas progresser. Et sur les côtés, Hakimi dans une certaine mesure, mais Nuno Mendes défensivement, sur cette première mi-temps en tout cas, ont montré leur qualité et ça c'était quand même un sacré point. Donc tout ça c'est sur la phase défensive. Quand on parle du PSG, il y a d'autres choses aussi. Bien sûr tout ce qui est fait avec ballon, c'est peut-être encore plus intéressant.
Et là, on commence avec le premier but qui est vraiment un but de malade mental total. En gros, ça va travailler à deux avec Neymar et Mbappé. Ce que j'aime bien, c'est la compréhension qu'il y a entre ces deux joueurs. Donc là, on est sur une zone où, en gros, il n'y a que face à 5, peut-être un 6e défenseur de la Juve. Et ils vont réussir pourtant à se ménager de l'espace parce que les deux jouent une forme de ballet synchronisé, se comprennent très bien. Quand Neymar commence à rentrer au cœur du jeu, on a déjà Mbappé qui va passer derrière lui pour occuper la zone qu'il vient de déserter et pour mettre un petit peu de chaos dans la défense de la Juve. On le voit là, donc Paredes qui va demander ensuite à quelqu'un de couvrir le déplacement ici de Neymar. Ça, c'est un petit peu plus tard sur l'action. Vitinha a bien servi aussi de relais et j'ai envie de souligner aussi son rôle avec ballon, à la fois pour temporiser, mais aussi simplement pour progresser. Il est tellement difficile à presser aussi. Là, on va le voir, il réussit à s'extirper d'une zone où il me semble que c'est soit Kostic, soit Rabiot qui revient de cette manière. Je crois que c'est Kostic qui est revenu ici, parce que Rabiot est là. Mbappé est trouvé dans cette zone, et là, le petit déplacement de Neymar entre les lignes, encore une fois, dans une zone où il n'y a quasiment que lui. Et l'espace que le Paris Saint-Germain va réussir à se créer, alors qu'il n'y en a vraiment pas, le give and go de Mbappé, la passe, le 1-2 quoi, et tu te retrouves dans cette situation, il n'y a pas d'espace, la Juve défend bas, il n'y a pas de profondeur, mais quand tu as un joueur comme Neymar qui a 99 en qualité de passe et un joueur comme Mbappé qui a 99 en qualité de déplacement, tu peux inventer totalement des actions comme ça, la petite louche par-dessus Bremer. Encore une fois, ça on en parle, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on analyse un match du Paris Saint-Germain, le truc avec Mbappé, c'est que tu peux le faire partir de tellement bas, il n'a pas besoin de jouer le hors-jeu, et pourtant il peut se retrouver devant tout le monde. La finition ensuite est spectaculaire. On a une petite image isolée, hop, on peut parler de faute de main de Perrine, qui a sorti un match assez fou d'ailleurs, mais c'est juste que ça va tellement vite, c'est puissant. Bien sûr, il indique Neymar qui lui fait la petite louche, Vamos, mais je crois qu'on a une petite image... Ouais, voilà, de ce geste un peu de ballerine en extension, tellement beau. Et le travail de Mbappé sur la progression qu'il a menée sur sa qualité de finition, extraordinaire. Ce que j'ai bien aimé sur la célébration, c'est que voilà, tout le monde est très content et Kimpembe un petit peu trop. On fait souvent des analyses de célébration, j'ai l'impression récemment. Kimpembe, il va mettre des coups à deux de ses coéquipiers. D'abord ici, le petit coup de coude sur Verratti, qui est ok, un petit peu mal. Il fait ah, gros, qu'est-ce que tu m'as fait? Et ensuite, en repartant, il écrase un peu le pied de Nuno Mendes, je crois. Là, on le voit ici, Nuno, oh Kimpembe, Kim, qu'est-ce que tu m'as fait? Voilà, bon, c'est des choses qui arrivent quand on célèbre un but au bout de 5 minutes sur son début de campagne de Ligue des Champions. Ok, ça c'est sur le premier but. Ça c'est le 2-0 ensuite. Une action vraiment magique que j'ai fait repartir d'assez bas juste pour montrer la qualité du Paris Saint-Germain sur sa phase de préparation. Avec, j'en ai discuté un peu avec quelqu'un sur Twitter, je disais ouais mi-temps avec beaucoup de contrôle et de qualité du Paris Saint-Germain. Quelqu'un me dit, un supporter parisien en plus, que ouais mais c'était assez lent et face à une équipe qui mettrait plus d'intensité, le PSG souffrirait. Et je comprends un peu ce qu'il veut dire, c'est que le PSG a vraiment multiplié les touches de balle sur sa phase de préparation, beaucoup de possession, une forme de faux rythme parfois, mais pour moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un peu de la fausse lenteur. C'est ta qualité de contrôle t'ouvre des espaces, parce que à force de faire circuler à travers du petit jeu en une touche, en deux touches, où tu sembles ne pas progresser, et bah tu commences à mettre tous tes joueurs dans des bonnes positions, dans des bonnes orientations de corps aussi, et tu frustres l'adversaire qui commence à sortir, qui parfois même se désintéresse, qui fait baisser son niveau de concentration. Et pour moi, c'est vraiment le contrôle qui t'offre de l'espace, qui parfois va t'offrir de la profondeur, comme là on va le voir, et simplement qui, avec ce contrôle et avec cette qualité, tu peux avoir un tempo qui semble un petit peu plus lent et pourtant jouer rapidement. La vitesse en foot, c'est tellement spécial et un peu contre-intuitif. En tout cas, on va le voir sur cette situation avec le PSG qui multiplie les petits triangles de jeu. Là, Messi pour Vitinha, pour Hakimi, qui à nouveau revient, je crois que c'est Ramos, pardon, qui revient sur Messi, encore du jeu en une touche, Vitinha, Verratti, Messi, les petits triangles, c'est intercepté, mais Vitinha surgit bien à la contre-pression. Ensuite, le PSG peut recycler sur une nouvelle phase de possession, Vitinha, Verratti, une touche, Sergio Ramos, Verratti, et là, enfin, avec toute cette fausse lenteur, entre guillemets, la Juve a été un petit peu hypnotisée, c'est le moment d'accélérer. Hakimi qui va proposer cet appel dans la profondeur et qui va du coup mobiliser deux joueurs ici.
Ce qui rend le travail de Verratti beaucoup plus facile, mais ce qui souligne aussi son intelligence, c'est de ne pas le servir là tout de suite, c'est de plutôt profiter de l'espace qui a été ouvert par le joueur donc, qui suit la course d'Hakimi. Maintenant, il y a un petit intervalle dans lequel se faufiler. Pour Verratti, c'est un plaisir, c'est une facilité. Mbappé a bien repéré la situation aussi grâce à cette bonne orientation, juste bonne vision du jeu. Il a compris qu'il allait avoir quelque chose à faire ici, hop, hop, dans l'espace qui est laissé libre par la montée de ce joueur-ci. Et Mbappé qui va être touché en première touche, en une touche, va remettre à Hakimi à nouveau en une touche. Ça peut aller assez vite, tu as installé un faux rythme, un peu de tempo, un peu de contrôle. Et ensuite, quand l'espace s'est ouvert, le PSG a la qualité aussi pour piquer et faire très très mal très vite. Jeu en une touche, Mbappé à nouveau, un petit peu sur le même type de finition que sur le premier but. Plante et finit cette action qui est vraiment merveilleuse, incroyable, qui avait démarré assez tôt aussi avec le petit travail de préparation de Messi et cette nouvelle phase de possession qui était enclenchée. C'est ce que je voulais montrer. Donc voilà, la fausse lenteur. Enfin, j'ai 2 séquences pour finir sur cette première mi-temps. Peut-être d'abord celle-ci pour montrer ce qui manque à Vitinha. Déjà, ce qu'il a, donc la récupération, celle-là, elle est pour Hakimi et il jouait un rôle important sur le début de l'action, mais on voit que Miretti, qui a été sorti à la mi-temps, n'est pas tout à fait dans son match. Hakimi surgit et peut intercepter cette passe. Derrière, le Paris Saint-Germain se projette, ok. Il y a ce petit contrôle, donc on lance Mbappé, et là ce que j'aime bien, c'est juste la qualité des choix du Paris Saint-Germain. Ça c'est vraiment un truc quand tu vois des belles équipes, des grandes équipes, avec beaucoup de qualité technique, des super joueurs, c'est la qualité des choix. Il y a dans la surface de réparation, on ne se presse pas forcément, on comprend quand il faut piquer et quand c'est plus intéressant de brièvement temporiser parce qu'il va y avoir des joueurs qui vont suivre, des joueurs qui arrivent en trailer et quelque chose de plus intéressant à faire juste en gardant un petit peu plus longtemps le ballon. Mbappé temporise donc, il la met sur Messi, intéressant, Hakimi n'est pas souvent servi dans cette zone parce qu'il y a souvent Messi qui lui fait concurrence et qui est un petit peu plus intérieur, bien sûr, qui est Léo Messi, avec tout ce que ça implique en matière de qualité et de statut. Il est servi ici, va décaler pour Vitinha, et là on disait, on a beaucoup parlé de tout ce que fait bien Vitinha, c'est un joueur que j'adore, qui est tellement important, mais il a encore un petit peu à progresser dans ce qu'il fait dans le dernier tiers. Pour le coup, son choix dans le dernier tiers qui est pas bon. Là, il va y avoir un petit ballon latéral qui va être mis par Léo Messi. Vitinha arrive, donc il est parti d'un petit peu plus bas. Et c'est dommage parce qu'il va chercher à enrouler une frappe en une touche. La raison pour laquelle pour moi c'est un mauvais choix, même si je ne suis pas un expert technique, je n'ai pas souvent tenté ce genre de situation sur un match de Ligue des Champions, je dirais que c'est un mauvais choix parce que le ballon il est trop plat, entre guillemets, trop latéral, parallèle à cette ligne pour pouvoir réussir à l'enrouler. Pour moi, pour enrouler plat du pied comme ça, à distance, il faut que le ballon il arrive un petit peu en face de toi. Là, je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais j'ai l'impression que quand il vient comme ça, peut-être c'est une question d'orientation du corps, ça va être plus facile de le brosser, de lui mettre ce lift. Alors que quand il arrive là, il faut un petit peu que tu adaptes ta course en même temps et c'est beaucoup plus difficile. Je ne sais pas exactement comment l'expliquer, peut-être c'est une question de contorsion de corps, mais c'est beaucoup plus difficile d'aller enrouler sur un ballon qui est mis plat comme ça, d'aller trouver ça, parce que c'est ce tir au premier poteau que Vitinha cherche et on va le voir, ça part largement au-dessus, le ballon est ici. Alors qu'il y avait sans doute un petit ballon à mettre pour Neymar là, soit directement, soit peut-être un petit peu renversé, parce que là tu as quand même une belle poche d'espace à aller exploiter. Vitinha est capable de ça, mais on sent que sur l'attaque du dernier tiers, c'est le petit truc qui lui manque. Ça rappelle son coéquipier qui a mis longtemps, et peut-être toujours pas, à être confortable aussi dans cette zone et à faire les bons choix dans cette zone. Bon, en l'occurrence, lui rechigne moins à tenter longue distance que Marco Verratti. Mais voilà, il y avait un petit ballon intérieur, je pense, à glisser. Et c'est dommage, c'est une opportunité qui n'a pas été saisie. On voit Neymar là qui regrette de ne pas avoir été servi. Et on va voir Vitinha qui s'excuse. Il y avait sans doute mieux à faire sur cette situation. Enfin, la dernière séquence qui m'intéresse, c'est juste un tout petit truc pour montrer que pour le Paris Saint-Germain, the name of the game, ce qu'il faut faire dans un match, c'est simplement trouver Mbappé lancé. Ça n'a pas besoin d'être sur beaucoup. Si tu réussis à trouver le petit décalage qui te permet de trouver Mbappé lancé, juste en enclenchant une course, lui en train d'enclencher une course, un tout début de course même,
bon, tu te mets dans une très très bonne position. Là en plus, il y a une supériorité numérique qui a été créée grâce au déplacement de Nuno Mendes, les pistons qui étaient souvent les joueurs les plus avancés. On le voit ici avec Hakimi, on le voit là avec Nuno Mendes. Et du coup, sur cette situation de 2 contre 1, bon, Cuadrado est un petit peu dans la panade. De toute manière, quant à Kylian Mbappé, qui est un petit peu lancé comme ça, sur un petit ballon juste un petit peu devant lui, hop, il peut accélérer, partir d'ici et totalement bouffer son latéral, son vis-à-vis. Hop, on le voit là, il est déjà devant. En une fraction de seconde, il est déjà devant, peut centrer en retrait. Voilà, c'est ce que le PSG doit faire, doit plus faire encore. Juste, même sur des petits ajustements, des petits ballons sur le côté, tu trouves Mbappé lancé, tu t'ouvres forcément beaucoup d'espace. Ça, c'était sur cette première mi-temps, qui a été franchement réussie. Moi, je sors de cette première mi-temps, je me dis, avec son contrôle, avec cette qualité, même si la Juve est très faible en face, bah, le PSG a sorti une vraie belle prestation. Et c'était super encourageant. À la mi-temps, il y a un changement qui est fait, c'est Weston McKennie qui rentre pour Fabio Miretti qui sort, qui a été assez transparent et un petit peu en difficulté, comme on l'a vu. Et la Juve réagit bien, mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que le PSG, honnêtement, avant d'encaisser le but de la réduction du score, rattaque cette seconde période un peu comme il a fini la première, en dominant, en se procurant des situations. Et c'est pour ça que je pense que l'effet du score et le fait d'avoir encaissé ce but mentalement, dans les têtes, le regain de motivation, d'enthousiasme de la Juve, de croyance en leur capacité à le faire, et la petite baisse de tension du PSG, la petite inquiétude, parce que c'est un scénario que le PSG a connu, se faire rattraper alors qu'il a pourtant largement dominé les débats, et bah... Voilà, c'était pas inévitable. Pour moi, ça, c'est pas vraiment dû à quelque chose de structurel à la base. C'est vraiment t'encaisses ce premier but sur une erreur individuelle et ça te coûte cher. Parce que, je dis tout ça parce que au bout de 3 minutes de jeu en seconde période, ouais, grâce au travail de Nuno Mendes là, qui était aussi incroyable sur ce moment, en une touche, hop, il bouffe totalement Cuadrado qui a eu du mal à défendre les espaces. Bah, le PSG a cette frappe de Neymar en pleine surface qui est bien repoussée et bien stoppée par Perrin. Et il y a cette situation dont on reparlera un petit peu en toute fin de vidéo dans la section bonus. Cette situation où le PSG peut mener 3-0. Tout ça, c'est en 3 minutes. En 5 minutes après le coup d'envoi de la seconde période. Donc finalement, le PSG rattaque bien et c'est simplement le fait que t'encaisses ce but qui les met un petit peu dans le dur. Honnêtement, ce but encaissé... On va parler de la difficulté du Paris Saint-Germain à défendre sa surface de réparation sur les ballons aériens. C'est sûr que c'est une partie de l'équation. Maintenant, ce but, il est à 80-90% pour Donnarumma, parce que c'est vrai que le duel aérien est perdu, mais la reprise de la tête de Weston McKennie, elle est plein centre. Quand tu es un gardien, c'est aussi simple que ça. Quand tu es un gardien et que tu sors de ta ligne, eh ben, tu dois prendre le ballon parce que sinon tu désertes ton but. Donc on peut parler autant qu'on veut de Nuno Mendes qui perd son duel défensif, de Kimpembe qui est juste un petit peu trop court sur son jump, mais si Donnarumma lit mieux la situation et reste planté sur sa ligne de but, bah, c'est une non-situation. Donc ça fait 2-1 pour le PSG, on le voit bien ici, Weston McKennie qui domine dans les airs, mais Donnarumma qui est coincé, là, piégé dans le no man's land, mauvaise sortie. Et du coup, derrière, voilà, le PSG va souffrir dans la défense de sa surface et concéder plusieurs grosses occasions à quelques minutes d'intervalle. C'est un truc que je voulais montrer, c'est le but, il intervient sur un corner qui est plutôt bien joué à deux. Mais à la base de la base, ce qui donne le corner, c'est ça, c'est une projection de Philippe Kostic et Sergio Ramos qui tacle, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin. Il y a Marquinhos derrière, il n'y a pas un grand danger dans cette surface. Il tacle, le ballon sort en corner. Et ça, c'était aussi peut-être la défense de surface un petit peu approximative. Voilà, peut-être en couvrant l'espace en transition. On le voit là, Ramos donc, qui est lancé. Il y a un petit manque de lucidité, un petit manque de qualité sur le tacle. Et finalement, cette situation, c'est celle qui donne le but. Mais elle est un petit peu similaire à celle qui te fait encaisser le but. Une petite approximation dans la défense de surface et une petite incompréhension de Marquinhos, de Ramos, de Donnarumma. Voilà, ils auraient pu mieux faire même sur cette situation qui amène le corner. Derrière, 2 minutes plus tard, 1 minute plus tard, c'est bien sûr la tête de Vlahovic qui est cette fois repoussée par Donnarumma qui fait un énorme arrêt. Mais là, c'est Marquinhos qui a été dominé dans les airs. Et voilà, ce PSG a souffert dans les airs. Une situation que j'avais envie de souligner en fin de match aussi, pour montrer qu'ensuite cette faiblesse
dans la défense de surface et un petit peu cette fragilité après avoir encaissé le but qui a renversé la vapeur et qui a donné une autre physionomie. La Juve a été bien meilleure sur la seconde période, le PSG est bien moins bon. Bah, ça a aussi donné lieu, tout ça, ça a aussi donné lieu à un petit affaissement structurel. Le PSG a moins bien défendu l'axe et ce qui a permis à la Juve, on le voit ici donc sur cette transition, il y a pas mal de joueurs qui sont battus, donc c'est Vlahovic je crois qui joue en troisième homme, il y a plusieurs joueurs qui sont battus. Hop, Messi là, Neymar là, Verratti là. Je pense que c'est Mukiele là qui était rentré à ce moment du match. Plusieurs joueurs qui sont battus. La Juve peut progresser en transition et aussi s'installer. Donc ça leur permet à la fois d'être plus dangereux si la Juve joue en attaque rapide, mais aussi d'aller créer des phases de possession dans la moitié de terrain adverse, assez mal exploitées, franchement. Mais au moins il y avait des centres derrière et ça mettait le PSG un petit peu en difficulté. Donc sur la protection de l'axe, on le voit ici, Verratti a eu un petit peu de mal sur son retour. Là, on est très loin de l'animation sur, on va dire, la protection latérale que le duo Vitinha-Verratti mettait en place. La sortie de Vitinha, je pense, ça fait assez mal au PSG. Et là, voilà, bah, Paredes peut trouver un ballon, il me semble que c'est Paredes, peut trouver un ballon plein axe qui fait mal au PSG. Le PSG protège moins son axe, alors que c'était sa force en début de match, sa capacité, ça permettait au Paris Saint-Germain de repousser la Juve sur les côtés. Voilà, on le voit ici avec ce ballon qui est trouvé intérieur par Paredes, ça c'est 79-39. Quelques secondes plus tard, ok, on revient ici et Paredes à nouveau peut trouver un ballon intérieur là. Un affaissement structurel et le Paris Saint-Germain était incapable de tenir ses bons engagements collectifs sur la défense de l'axe sur toute la partie. En seconde période et en fin de match notamment, ça a été beaucoup plus difficile. Enfin, on peut parler sur la défense de surface de même les entrants, Mukiele en l'occurrence, sur ce centre, ça c'est impossible, c'est beaucoup trop faible, beaucoup trop approximatif, et ça aurait pu coûter cher parce que derrière il y a ce ballon intérieur qui est trouvé pour Locatelli, Donnarumma qui doit s'employer, même si je pense que le ballon était sorti là, vous vous souvenez peut-être de cette situation. Voilà, Paris n'a pas assez bien protégé sa surface, même si ces choses-là résultent aussi d'un affaissement de ce qui était proposé structurellement et un petit peu plus haut sur le terrain. Ok, voilà. Peut-être le dernier point que je voulais mettre en lumière, c'est qu'il ne faut pas oublier que non plus Paris a eu des occasions pour tuer ce match quand même. Ici, par exemple, on voit encore la fausse lenteur avec du petit jeu en triangle de préparation et d'un coup l'accélération avec ce jeu en une touche. Toujours les triangles de jeu au PSG. Messi ici qui va trouver Verratti en troisième homme et ensuite ce sera Verratti qui trouve Neymar, qui trouvera Messi en troisième homme, qui trouvera Mbappé, toujours comme on l'a dit ces petits ajustements obliques et cette phase de préparation basée sur les triangles, hop, ça c'était magnifique, quelle action, encore une fois, Mbappé s'il passe devant son joueur et qu'il peut aller s'infiltrer dans l'intervalle, il n'est pas obligé de partir à la limite du hors-jeu, même pas du tout. Derrière, ça fait une très très grosse occasion. Et en seconde, Mbappé a manqué un petit peu de qualité à la finition. Alors qu'on avait loué ça en première. Il y a eu plusieurs occasions un peu gâchées. Bon, le PSG a eu quand même les cartouches et les munitions pour remporter ce match 3-1, 4-1. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier dans l'analyse. Voilà, ça fait match fini, ça se finit à 2-1. Il y a deux actions bonus dont je voulais vous parler. Une qui a beaucoup fait discuter, c'est celle-ci. Bien sûr, vous vous en souvenez, peut-être un petit peu moins de ce qui se passe au début de l'action. C'est Léo Messi en une touche sur un ballon aérien qui retombe en cloche. C'est Kimpembe ici qui a dégagé un centre. Hop, ça retombe en cloche et il va réussir un grand pont en une touche qui est assez incroyable. Derrière, ce qui est bien avec Messi, il n'y a pas seulement la finesse et la qualité technique, c'est aussi l'agressivité. Ça, c'est la hargne pour aller choper ce ballon, mettre le pied devant, poursuivre, résister au retour. Je pense que c'est Kostic ici, pas sûr. Et donc ensuite, comme on a dit, le name of the game, lancer Mbappé en profondeur sans qu'il parte forcément à la limite du hors-jeu. Ok, la raison pour laquelle je voulais parler de cette situation, c'est qu'on a beaucoup dit qu'il aurait dû servir Neymar de l'autre côté et qu'il a raté simplement sa finition, qu'il a manqué de qualité. Pour moi, il y a deux choses. Déjà, il y a un truc au niveau de la pelouse qui se passe. Et c'est un petit peu difficile à montrer sur les screenshots, mais peut-être que vous retrouverez l'action en ligne et vous la mettrez au ralenti avec le truc de YouTube, le lecteur 0,25 qui est pas mal. Hop, ça dévie juste un petit peu. On le voit ici. Donc ça, c'est la touche. Pour l'instant, ça va tout droit. On voit ici que ça continue d'aller tout droit. Hop. Mais non, le ballon
Je ne sais pas ce qui se passe sur la pelouse à ce moment-là, mais on voit qu'il dévie légèrement sur le côté. Et c'est pour ça que Mbappé, alors qu'il s'apprête à tirer comme ça, et ben en fait, le ballon, voilà, il dévie un petit peu sur le côté. Il y a eu quelque chose, il y a eu un petit effet. Et ouais, ça, c'est un petit peu particulier. Ensuite, est-ce qu'il aurait pu servir Neymar? Autre question. Est-ce qu'il aurait pu servir Neymar ici? Je suis pas si certain que ça. Je dirais que c'est dur à dire en fait, parce que je suis pas sûr que Neymar prenne le dessus sur Bremer si le ballon est mis. Avec quelle force est-ce que tu mets le ballon? Même ici en fait, peut-être que tu peux le mettre là, mais pour être sûr de ça, j'aimerais que Neymar soit un petit peu plus proche. Et là, je pense que la course de Bremer, elle est juste suffisante pour rendre... Disons qu'elle est pas aussi, la passe, elle n'est pas aussi évidente que ça pour moi. Je pense que Neymar est juste un petit peu trop derrière pour rendre cette passe parfois plus risquée que le simple fait de finir soi-même. Je comprends, on peut se dire, si la passe est réussie, Neymar finit dans le but vide, bien sûr, Perrine est fixé, mais la passe a des chances d'être ratée parce qu'il faut bien la doser ici. Et je pense honnêtement qu'avec le retour là de Bremer, elle aurait été complexe. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé a été trop individuel, trop soliste parce qu'il voulait vraiment mettre son triplé? Honnêtement, c'est possible qu'il ait même pas cherché à regarder. Ça je crois plutôt ça. Moi, je partirais plutôt là-dessus. C'est que même si Neymar avait été dans une meilleure position, pas du tout sûr qu'il lui la donne. Mais je suis pas certain que Neymar soit dans une position suffisante. Et on le voit sur la fin de l'action là. Je pense que le temps de la passe, Bremer la coupe en fait. Alors peut-être qu'il aurait été en grande difficulté, peut-être ça aurait même donné un but contre son camp. Mais ouais, c'est un petit peu mon ressenti sur l'action. Je trouvais qu'on en a beaucoup fait sur le mauvais choix de Mbappé, mais pas si sûr que ça personnellement. Bref, ça c'est un truc. Et enfin, la dernière chose à souligner, c'est Marco Verratti. Là, on voit la réaction de Vlahovic. Parce que Marco Verratti, le long de la ligne de touche, c'est une histoire d'amour qui dure depuis si longtemps maintenant. Il réussit à prendre le dessus, mais il est bien bousculé par Dusan Vlahovic, qui est un beau bébé. Pourtant, il réussit à stopper le ballon pile sur la ligne de touche, à remettre une petite touche là. Il n'est pas sorti. Vlahovic demande maintenant, il n'est pas sorti. Derrière, il y a de la pression, je pense, de Kostic, mais le petit râteau parfait. Ouais, ça, c'était juste un kiff absolu. Et on voit Dusan Vlahovic là. Être pas très content, demander à l'arbitre qu'est-ce qui s'est passé, être très énervé. Normalement, pour lui, le ballon est sorti, mais je comprends qu'il soit énervé, mais c'est juste le génie de Marco Verratti dans ces situations. Franchement, on s'en lasse pas. Ça me rappelle un match que j'étais allé voir au Parc des Princes. Quand je venais de venir habiter à Paris, moi, le supporter lyonnais, j'étais allé voir PSG-OL au Parc des Princes. Et il avait réussi un tacle, ligne de touche comme ça, puis il se relève d'une position, à terre, quoi. Le long de la ligne de touche comme ça, c'est typique Marco Verratti. Je pense vraiment que dans cette situation, dans ce genre de truc comme ça, il n'y a personne qui est meilleur dans le monde que Verratti. Et ça, c'était une petite douceur qu'on était obligé de se passer, bien sûr. Conclusion, quels enseignements est-ce qu'on tire de tout ça alors qu'on voit Christophe Galtier saluer Luis Campos? Paris a encore des zones d'ombre. Je pense que la protection de surface, la constance de Donnarumma et la qualité mentale... Bon, Paris doit veiller à se rendre les matchs plus sereins, à faire moins d'erreurs comme celle de Donnarumma et à mieux réagir quand il y a une erreur. Parce que derrière, honnêtement, une minute plus tard, tu peux encaisser le 2-2 et sombrer comme le PSG l'a fait si souvent sur les dernières campagnes de Ligue des Champions. Ça peut vite basculer ce genre de physionomie-là si tu progresses pas sur ta qualité mentale et sur ta capacité à ne pas faire d'erreurs majeures. Ça peut vite tourner au cauchemar en février et mars. Donc ça, c'est le point négatif. Mais perso, je vais revenir sur tout ce qui a été fait de bon en première mi-temps. Et ne pas tirer trop d'enseignements, je pense. Ça, c'est... On a fait une vidéo de 35 minutes quasiment pour dire ça, c'est que je tire pas trop d'enseignements parce que, comme prévu, entre guillemets, cette Juve a été très loin du niveau auquel le Paris Saint-Germain devra se frotter pour aller chercher son rêve. Même si ça a été mieux en seconde période, voilà, je ne tire pas trop d'enseignements de cette partie et je souligne plutôt ce qui a été fait d'intéressant sur la première période. Attention à ne pas baisser dans le niveau de concentration.
Et donc voilà les amis, ça conclut notre analyse de ce Paris Saint-Germain-Juventus. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette analyse tactique vous a plu. On se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.